Le soleil commençait à descendre derrière les collines verdoyantes du Rio de Janeiro, teignant le ciel de nuances rouges et ocre. Sur la route poussiéreuse qui menait à la Fazenda Ferreira, on entendait le bruit régulier des charrettes transportant les derniers sacs de café de la journée. L'air était lourd, humide, mélange de terre mouillée, de bois brûlé et de sueur des travailleurs. C'était la fin de l'après-midi, ce moment où tout ralentit, comme si la nature reprenait enfin son souffle après des heures de chaleur écrasante. Amina avançait silencieusement entre les bâtiments de service, ses pieds nus glissant sur la terre battue. Sa démarche était légère, presque silencieuse, mais son regard était vif. Elle observait tout, les mouvements des capatazes, les gestes des autres esclaves, les réactions des enfants qui couraient derrière les poulaillers. Depuis quelques semaines, elle vivait officiellement como esposa de João Ferreira, un homme bien plus âgé qu'elle, propriétaire respecté, mais aussi redouté dans toute la région. Pourtant, malgré ce nouveau titre, Amina n'avait pas cessé d'être perçue comme a nova escrava da casa. Les employés se taisaient quand elle s'approchait. Les voisins la regardaient à travers les barreaux de leurs fenêtres, mêlant curiosité et jugement. Et les deux enfants du maître, Thomas, 15 ans, et Isabella, 10 ans, l'ignoraient presque complètement, sauf lorsqu'ils la fixaient avec ce même regard froid, défiant, qu'ils avaient probablement hérité de leur mère défunte. Amina se dirigea vers le grand siège principal, une maison coloniale blanche, aux volets vert foncé, avec un perron de pierre qui donnait sur un jardin soigneusement entretenu. Les palmiers se balançaient lentement sous la brise du soir, projetant des ombres longues et inclinées sur la façade. Elle inspira profondément. Ce lieu représentait tout ce qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Une famille, une maison, un nom. Mais rien ne lui appartenait encore, pas vraiment, et cela, elle ne pouvait l'accepter. Dans le salon principal, João Ferreira était assis dans un fauteuil de bois lourd, tapissé de cuir sombre. Son visage, encadré par une barbe déjà grisonnante, semblait fatigué. Ses yeux brillaient d'un mélange de lassitude et de tendresse, surtout lorsqu'il regardait Amina entrer. « Amina, ma chère, tu es là ?»« Oui, Seigneur, » répondit-elle d'une voix douce. « Vous avez demandé quelque chose. » Il fit un signe de tête pour l'inviter à s'approcher. Amina obéit, s'avançant lentement. Elle savait qu'il aimait qu'elle soit proche. João avait perdu sa femme 2 ans plus tôt, dans une fièvre foudroyante qui avait laissé la famille dévastée. C'est dans ce vide affectif qu'il avait trouvé en Amina une présence calme, attentive, presque dévouée, une présence qui le soulageait de la solitude. « Assieds-toi un instant, » dit-il en tapotant le bras du fauteuil voisin. « J'ai l'impression que je me fatigue plus rapidement qu'avant. Aujourd'hui, j'ai eu un vertige en me levant. » Amina s'assit lentement, ses mains posées sur ses genoux. « Vous travaillez trop, Seigneur. C'est tout. Peut-être. Peut-être. Mais je sens que quelque chose ne va pas. » Elle baissa le regard, comme peinée. En réalité, elle savait parfaitement ce qui n'allait pas. João mangeait moins, dormait mal, et ses forces diminuaient. Il croyait que tout venait de son stress ou de son âge. Mais chaque malaise qu'il avait le rapprochait un peu plus de sa dependencia à elle. Et cela lui donnait un avantage silencieux, un que personne ne semblait remarquer. « Où sont les enfants ?» demanda João soudain. « Dans leur chambre, » répondit Amina. « Ils ont refusé de descendre pour le goûter. » João soupira longuement, massant ses tempes. « Ils ne t'acceptent pas encore, mais ça viendra. Ils comprendront que tu es ici pour les aider. » Amina acquiesça, même si, au fond, elle pensait tout le contraire. Les enfants la voyaient comme une intrusion, une menace, et non comme une belle-mère. Ils la traitaient avec méfiance, parfois même avec hostilité. Mais Amina était patiente, très patiente, et elle savait que la patience était une arme silencieuse. Lorsque João se leva pour se rendre dans la salle à manger, Amina l'accompagna comme une épouse attentionnée. Elle marcha à son rythme, observant la légère trembleur dans ses mains, la façon dont il appuyait plus que d'habitude sur la rambarde de l'escalier.
Chaque signe de fragilité de son mari se grava dans sa mémoire, non par compassion, mais par stratégie. Le dîner fut silencieux. Seul le cliquetis des couverts brisait l'air épais. Thomas évitait soigneusement de regarder Amina, tandis qu'Isabella, les bras croisés sur la poitrine, fixait son assiette sans toucher à la nourriture. « Vous devriez remercier Amina, » dit João d'une voix lasse. « C'est elle qui a organisé le repas d'aujourd'hui. » Thomas serra la mâchoire. « On n'a rien demandé. » João frappa la table du plat de la main, surpris par sa propre irritation. « Tu feras preuve de respect dans cette maison, Thomas. Je ne le redirai pas. » Le garçon se leva brusquement, renversant presque sa chaise, puis quitta la salle sans un mot. Isabella, les yeux brillants de larmes, le suivit. Amina se pencha vers João. « Ah, ils sont encore blessés, Seigneur, mais ils finiront par comprendre. » João passa une main tremblante sur son visage. « J'espère, parce que je ne sais plus comment gérer tout cela. » Amina posa sa main avec délicatesse sur la sienne, comme une épouse compatissante. Mais son regard restait froid. Plus tard, lorsque la nuit tomba sur la fazenda et que les bruits des animaux nocturnes commencèrent à surgir, Amina se rendit dans la cuisine. Le lampion éclairait faiblement la pièce. Sur la table, elle sortit une petite boîte de bois que même les domestiques ignoraient de l'existence. À l'intérieur, de simples herbes séchées et réduites en poudre. Rien de très fort. Juste assez pour affaiblir, juste assez pour faire croire à une maladie naturelle. Elle referma la boîte avec soin. Tout devait être graduel, discret, irreprochable. En remontant l'escalier, elle croisa Thomas dans le couloir. Il la fixa avec des yeux chargés de haine. « Ah, vous n'êtes pas notre mère, » dit-il à voix basse. « Vous ne le serez jamais. » Amina ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder, un regard calme, posé, mais qui fit frissonner le garçon malgré lui. Thomas recula d'un pas. Elle savait qu'il avait peur, pas d'elle, mais de ce qu'il sentait sans comprendre, comme un instinct animal. « Bonne nuit, Thomas, » dit-elle finalement, en continuant son chemin. Elle entra dans la chambre conjugale. João dormait déjà. Sa respiration était lourde, irrégulière. Amina s'assit au bord du lit, observant son mari dans le calme de la chambre sombre. Ses yeux parcoururent chaque détail, les rides autour de la bouche, la poussière de fatigue dans les cils, la faiblesse qui s'installait peu à peu dans son corps. Elle posa une main sur sa poitrine et murmura « Tout doucement, João, tout doucement. Le moment viendra. » Puis, elle éteignit la lampe et se glissa à côté de lui. La maison s'endormit. Mais Amina, elle, restait éveillée, calculant, observant, planifiant. Rien dans cette fazenda ne lui échapperait, ni les regards hostiles, ni les murmures du personnel, ni la résistance des enfants. Parce qu'au fond d'elle, une vérité brûlante et inébranlable guidava cada un de ce passo. Cette famille lui appartenait déjà, il ne restait plus qu'à les convaincre. Le lendemain matin, un brouillard léger enveloppait la fazenda Ferreira. Le soleil, encore timide, tentait de percer la brume qui s'étendait sur les plantations de café. L'air était frais, légèrement humide, et les travailleurs commençaient déjà à se rassembler près des entrepôts pour recevoir les instructions du capataz. Amina, réveillée avant tout le monde, traversait le couloir en silence. Ses pieds nus glissaient sur les lattes en bois sombre, créant à peine un murmure. À travers les ouvertures des grandes fenêtres, elle apercevait les silhouettes des plantations s'étendant jusqu'à l'horizon, encore floues sous la brume matinale. Elle descendit dans la cuisine où Rosa, la cuisinière, pétrissait de la pâte pour le pain du petit matin. « Bom dia » dit Amina d'une voix calme. Rosa répondit par un simple signe de tête. Depuis qu'Amina était devenue la esposa do Senhor, une barrière invisible s'était installée entre elle et les autres domestiques. Non pas un respect sincère, mais une distance prudente, presque hostile, une méfiance. Amina le savait, et cela ne la gênait pas. Elle prit une cruche d'eau, servit 2 tasses de café et prépara un plateau pour João. Avant de monter, elle ajouta discrètement une pincée de la poudre contenue dans sa petite boîte de bois. Elle mélangerait soigneusement pour dissoudre toute trace. Pas trop, jamais trop, juste assez pour affaiblir, pour rendre dépendant.
Elle monta l'escalier, avançant doucement vers la chambre conjugale. João était assis au bord du lit, les mains frottant son front, comme s'il tentait d'écarter une douleur persistante. « Tu es déjà réveillé ?» demanda Amina en posant le plateau. « Je n'ai presque pas dormi, » répondit-il d'une voix rauque. Cette fatigue, elle devient étrange. Elle posa sa main sur son épaule. « Le travail vous épuise, Seigneur. Vous devriez vous reposer davantage. » João hocha la tête. Il semblait de plus en plus résigné à cette faiblesse nouvelle. Amina lui tendit la tasse de café. « Buvez, cela vous fera du bien. » Il but quelques gorgées, puis poussa un soupir lourd. Amina observa la manière dont sa main tremblait légèrement. Tout avançait comme prévu. Plus tard, dans la matinée, Amina se rendit dans le petit salon où Isabella jouait avec une poupée aux cheveux de laine. La fillette évitait soigneusement de croiser son regard, comme si un simple échange pouvait la contaminer d'une loyauté indésirable. « Isabella, » dit Amina doucement, en s'abaissant à sa hauteur, « ton père voudrait te voir après-midi. Il veut que nous déjeunions tous ensemble. » La fillette serra sa poupée contre elle. « Je ne veux pas manger avec vous. » Amina inspira calmement. « Tu n'es pas obligé de m'aimer. Je sais que c'est difficile, mais tu dois respecter ce que ton père te demande. » Isabella releva soudain les yeux, mouillés mais brûlants. « Vous n'êtes pas ma mère, et vous ne serez jamais comme elle. » Un frisson parcourut Amina, invisible à l'enfant. Elle se redressa. « Peut-être, » murmura-t-elle, « mais je suis ici maintenant. » Isabella détourna le regard, refusant d'entendre davantage. Amina la laissa seule. Le temps ferait le reste. Les enfants résistaient encore, mais elles connaissaient les failles humaines. La solitude brise les murs, la fatigue les fissure, et la nécessité finit toujours par forcer l'acceptation. Elle ne les pressait pas. Elle ne les forcerait pas brutalement. Elle les gagnerait autrement, par présence, par constancia, par stratégie. En sortant dans la cour arrière, Amina aperçut Thomas près de l'écurie, en train d'entraîner un jeune cheval bai. Le garçon était agile, déterminé, une force brute contenue dans un corps qui se transformait peu à peu en celui d'un homme. Il ressemblait à João dans la forme de ses épaules, mais avait le regard vif et méfiant de sa mère. « Thomas !» l'appela-t-elle en avançant doucement. Il resserra la prise sur les rênes, mais ne se retourna pas. « Ton père veut parler avec toi aujourd'hui. Tu devrais être présent. Je n'ai rien à lui dire. Il s'inquiète pour toi. » Thomas tourna enfin la tête, les yeux flamboyants. « Il s'inquiéterait moins s'il n'avait pas ramenado quelqu'un comme vous dans cette maison. » Ces mots, aiguisés comme des couteaux, traversèrent l'air froid du matin. Amina ne montra aucune émotion. « Je ne te veux aucun mal, Thomas. Je ne vous crois pas. » Elle le regarda un moment en silence, puis tourna les talons. Le garçon la suivit du regard, sa mâchoire crispée. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle l'effrayait. Un instinct brut, animal. La journée avança lentement. João tenta de superviser brièvement les plantations, mais il revint beaucoup plus tôt que d'habitude, épuisé, le souffle court, visiblement secoué. Amina l'aida à se rendre au salon. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, dit-il, les mains tremblantes. Même monter à cheval devient difficile. » « Vous devez vous ménager, » répondit-elle en plaçant un coussin derrière son dos. « Votre corps vous demande du repos. » Elle parlait avec douceur, mais chacune de ses paroles contenait une direction, une orientation. Elle l'accompagnait progressivement vers un état de vulnérabilité dans lequel il dépendrait totalement d'elle. Non pas par violence, mais par affaiblissement contrôlé, une stratégie patiente, silencieuse, implacable. En fin d'après-midi, le ciel vira à un bleu profond, presque violacé. Le vent se leva en apportant l'odeur salée de la baie du Rio de Janeiro. Dans la salle à manger, la table avait été dressée pour 4. Amina vérifia chaque détail, les assiettes, la disposition des couverts, la soupe encore fumante. Au moment où elle s'apprêtait à appeler les enfants, elle entendit João tousser violemment dans le salon. Elle accourut. Il était affaissé dans son fauteuil, la main sur la poitrine. « João !» s'écria Amina en posant une main sur son épaule. Il ferma les yeux quelques secondes, puis reprit son souffle.
Edda, je vais bien, juste un malaise. Amina fronça légèrement les sourcils, feignant l'inquiétude. Vous avez peut-être besoin de voir un médecin. Non, ces médecins ne comprennent rien. C'est juste de la fatigue. Elle hocha la tête, comme si elle acceptait sa décision, mais en réalité, cela lui convenait parfaitement. Tant qu'il ignorait totalement l'origine de son affaiblissement, elle gardait le contrôle. Lorsque Thomas et Isabella entrèrent dans la salle à manger, ils restèrent debout, hésitant à se mettre à table. João les observa. « Asseyez-vous, dit-il d'une voix plus dure qu'il ne le voulait. Nous sommes une famille. » Le mot « famille » flotta dans l'air comme une provocation. Les enfants s'assirent, finalement, raides et silencieux. Amina servit les assiettes. Le repas se déroula dans un calme tendu. Chaque cliquetis d'argenterie semblait amplifier l'absence de chaleur entre eux. À un moment, João porta sa main à ses tempes, visiblement ébloui. « Avez-vous mal, Seigneur ?» demanda Amina. « Juste un étourdissement, ça passera. » Thomas serra les dents, observant chaque mouvement, chaque réaction, chaque geste d'Amina. Il n'aimait pas la manière dont elle regardait son père, ni la manière dont elle s'approchait de lui, ni cette douceur étrangère, trop parfaite, trop calculée. Quelque chose n'allait pas, il en était sûr, mais il n'avait aucune preuve. La nuit tomba lentement. L'air devint plus lourd encore, chargé de l'odeur du bois humide. Amina resta auprès de João jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle lui caressa la main, ajusta les couvertures, vérifia son souffle, puis elle se leva, alluma à peine une lampe et sortit de la chambre. Dans le couloir, elle entendit un léger bruit, un pas, une respiration retenue. Elle se tourna lentement. Thomas était là, dans l'ombre, les bras croisés, le regard fixé sur elle. « Vous faites semblant », dit-il d'une voix basse. Amina ne répondit pas. « Je ne sais pas encore ce que vous cachez, mais je vous vois. Eu vejo você. » Son portugais, pourtant hésitant d'habitude, claqua comme une accusation. Amina s'approcha de lui calmement. « Thomas, tu es jeune, tu ne comprends pas tout ce qui... ne me parlez pas comme si j'étais stupide. » Il serra les poings. « Je sais que quelque chose va mal depuis que vous êtes arrivé. » Elle soutint son regard, inchangé. « Eutin, tu devrais dormir, dit-elle doucement. Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. » Thomas ne bougea pas. Ils restèrent face à face, silencieux, comme deux prédateurs se jaugeant dans la pénombre. Puis Amina tourna le dos et avança dans le couloir. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle entendit clairement les mots que Thomas murmura derrière elle. « Je ne vous laisserai pas détruire cette maison. » Amina ne sourit pas. Mais au fond d'elle, dans un recoin froid, une pensée se forma. Il essaierait. Il serait un obstacle. Et tôt ou tard, les obstacles doivent être contournés. Les jours qui suivirent furent lourds, saturés d'une atmosphère tendue qui s'insinuait dans chaque recoin de la Fazenda Ferreira. Le soleil d'été brûlait les plantations et la chaleur, presque suffocante, semblait refléter la pression croissante qui pesait sur la Maison Blanche. Les travailleurs avaient remarqué le changement. João, autrefois présent et exigeant, n'apparaissait presque plus dans les champs. Son absence nourrissait les rumeurs. Dans la cuisine, les murmures se multipliaient. « Le Senhor tá ficando doente demais », chuchota Rosa un matin en séparant les haricots. « Desde que aquela entrou », répondit un jeune serviteur en jetant un regard vers la fenêtre. Amina entra à ce moment précis, silencieuse. Les voix se turent instantanément. Elle ne fit aucune remarque. Elle se contenta de traverser la pièce, récupéra une petite jarre de porcelaine sur l'étagère supérieure et repartit. Le silence se prolongea longtemps après sa sortie. Dans la chambre principale, João tentait de se lever du lit. Ses jambes tremblaient sous son propre poids. « Amina, je ne comprends pas, » dit-il en s'asseyant, essoufflé. Même la respiration devient difficile certains jours. Elle posa une serviette fraîche sur son front. « Vous avez porté trop de responsabilités pendant des années. Votre corps réclame une pause. Mais pas comme ça, » murmura-t-il en fermant les yeux. Amina resta près de lui, l'observant. Son visage, autrefois ferme et robuste, semblait s'être creusé. Les poches sombres sous ses yeux révélaient des nuits de sommeil agité. Chaque jour, il se fragilisait davantage.
Elle ajusta le drap, vérifia la température du thé dans la petite tasse en céramique et y ajouta une demi-cuillerée de la poudre contenue dans sa boîte en bois. « Buvez lentement », dit-elle en lui tendant la tasse. João obéit sans question. Sa confiance aveugle était désormais un outil précieux. Dans la cour, Thomas observait les travailleurs, les sourcils froncés. Il avait pris l'habitude de surveiller la maison depuis l'extérieur, comme s'il cherchait à déceler le moment exact où quelque chose se briserait. Sa méfiance envers Amina n'avait fait que grandir. Il voyait son père dépérir et aucune explication plausible ne lui venait à l'esprit, sauf une. Il s'approcha de Manuel, l'un des serviteurs les plus anciens. « Manuel, você acha que meu pai tá piorando ?» L'homme hésita avant de répondre. « Ele não é o mesmo, senhor Tomás. » « Et você sabe por quê ?» Manuel baissa les yeux. La peur se lisait clairement sur son visage. « Tem coisas que a gente sente, mas não fala. » Thomas comprit. Ou plutôt, il confirma ce qu'il savait déjà. Les serviteurs avaient peur d'Amina. Ce soir-là, pendant que João se reposait dans sa chambre plongée dans l'ombre, Amina sortit pour prendre l'air. Elle marcha lentement jusqu'au jardin derrière la maison où les jasmins libéraient leur parfum sucré. L'air était chaud, bruissant du cri des cigaras. La lune, pleine et brillante, éclairait les allées de pierre blanche. Elle s'assit sur le banc de bois et laissa la brise nocturne effleurer son visage. Elle n'avait jamais imaginado viver uma vida assim, com roupas limpas, comida farta, uma cama só dela. Mesmo que não fosse por amor, ela tinha conquistado uma posição, uma oportunidade rara, espaço no mundo, et ele n'avait pas l'intention de le perdre. « Vous croyez que je ne vous vois pas ?» La voix sortit de l'ombre. Amina se retourna lentement. Thomas se tenait derrière elle, les bras croisés, le visage fermé. La lune soulignait les traits encore juvéniles de son visage, mais ses yeux trahissaient une maturité forgée par la perte et la colère. « Vous passez vos journées collées à mon père, mais il ne va que pire, » dit-il en s'approchant. « Je prends soin de lui, » répondit-elle calmement. « Non, vous faites quelque chose. Je sais pas quoi, mais je le sens. » Elle ne répondit pas. « Vous voulez prendre la place de ma main ?» continua-t-il, la voix tremblante mais ferme. « Você nunca vai. » Amina se leva. Ils étaient désormais face à face, si proches qu'elle pouvait sentir la colère de Thomas vibrer dans l'air. « Ta mère était une bonne femme, » dit Amina doucement. « Mais elle n'est plus là, Thomas, et ton père a besoin de quelqu'un à ses côtés. Pas de vous, » cracha-t-il. Amina observa le garçon avec une froide tranquillité. « Tu cherches un ennemi, mais ce n'est pas moi que tu devrais combattre. Tu devrais être aux côtés de ton père. Mon père n'a besoin que de repos, » répliqua-t-il, « et de vous tenir éloigné de lui. » Amina sentit pour la première fois depuis longtemps une pointe d'irritation. Le garçon devenait un problème réel. Il n'était plus seulement méfiant, il était vigilant. Et la vigilance d'un jeune homme peut ruiner des plans patiemment construits. Le lendemain, Thomas entra sans frapper dans la chambre du père. « Pai, eu quero que o médico venha ver o senhor. » João, affaibli, tenta se redresser. « Thomas, não há necessidade. »« Ah, sim. » Amina se tourna vers le garçon. « Ton père a dit que... »« Eu não falei com você. » interrompit-il sèchement. João fronça les sourcils. « Thomas, tu ne parleras pas à Amina sur ce ton. »« Pai. » Thomas inspira profondément. « Ela não é quem você pensa. » Amina s'approcha doucement de João, posant une main sur son épaule, comme pour calmer la situation. Ce geste fit bouillir Thomas de colère. « Thomas, saia daqui !» dit João, la voix faible mais autoritaire. Le garçon resta immobile quelques secondes, puis quitta la chambre abruptement, claquant la porte derrière lui. Amina observa la porte encore tremblante du choc. Elle savait ce que cela signifiait. Thomas était désormais prêt à agir. Il deviendrait dangereux. Et dans cette maison, les dangers ne survivaient pas longtemps. Cette même nuit, Amina se leva silencieusement. João dormait profondément, son souffle lourd et irrégulier. Elle saisit la petite boîte de bois qu'elle gardait dans la commode, puis quitta la chambre.
Dans la cuisine, Rosa dormait assise dans une chaise, la tête penchée. Amina passa sans bruit. Elle remplit une tasse d'eau, y dissolut soigneusement une dose de poudre, puis la vida dans le pot de café que Juan buvait chaque matin. Mais alors qu'elle refermait la boîte, un craquement retentit. Amina se figea. Dans l'ombre du couloir, une silhouette se dessinait. « Oh, que você tá fazendo ?» C'était Isabella. La fillette se tenait là, pieds nus, sa poupée contre la poitrine, les yeux grands ouverts. Amina rangea la boîte dans sa poche et tenta de rester calme. « Tu devrais être dans ton lit, » dit-elle doucement. « Por que você mexeu no café do papai ?» demanda Isabella d'une petite voix. Le cœur d'Amina battit plus fort. Non pas de peur, mais de calcul. Elle s'accroupit devant l'enfant. « Ton père est malade, Isabella. Je mets des remèdes pour qu'il se sente mieux. »« Mas ele tá ficando pior » murmura la fillette. Amina posa une main sur son épaule. « Les remèdes mettent du temps à agir. Tu dois faire confiance. » Isabella baissa les yeux. Son innocence rendait la manipulation facile. Mais un murmure intérieur avertissait Amina. Les enfants voient ce que les adultes ignorent. Et une enfant qui observe trop peut être plus dangereuse qu'un adulte armé de certitude. Le lendemain au petit déjeuner, Thomas entra précipitamment dans la salle à manger. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il n'avait pas dormi. Pai eut mandé chamar médicaux. Elle vint hoje. Amina serra imperceptiblement les doigts autour du torchon qu'elle tenait. « Thomas, je t'ai dit que ce n'était pas nécessaire », protesta Juan en tentant de se lever. Il chancela. Thomas le retint avant qu'il ne tombe. Le regard du garçon se planta dans celui d'Amina. « Seu senhor não vai ver o que está acontecendo, vous ?» Ce fut un défi, direct, ouvert. Amina comprit alors que la guerre silencieuse se transformait en confrontation. Thomas ne reculerait plus. Et elle non plus. Ce soir-là, Amina se retrouva seule dans le jardin, la brise nocturne refroidissant la sueur qui perlait sur sa nuque. Elle réfléchissait. Les enfants devenaient un obstacle unanime. Thomas, surtout, se rapprochait dangereusement de la vérité. Elle observa la maison éclairée par les lampes à huile. Pour que son destin ne lui échappe pas, il lui faudrait agir plus vite, plus précisément, plus radicalement. Les ombres autour d'elle semblaient s'épaissir, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Un plan mûrissait en elle, lentement, froidement, méthodiquement. Elle releva la tête, les yeux fixés sur la fenêtre de Thomas. Le moment approchait, le moment où les obstacles cessent d'exister. Le mois de septembre arriva avec une chaleur écrasante, typique du Rio de Janeiro du XIXe siècle. À la Fazenda Ferreira, l'air semblait plus lourd encore, chargé d'une épaisseur presque visible. Les feuilles des manguiers frémissaient à peine, comme si elles craignaient de se briser. Les ouvriers agricoles marchaient lentement, le visage collé de sueur, et à l'intérieur de la grande maison coloniale, la tension était devenue un invité permanent. Amina le ressentait à chaque pas. Depuis quelques semaines, quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Les regards n'étaient plus les mêmes, les murmures semblaient suivre chacun de ses mouvements. Même les employés, autrefois neutres ou simplement distants, la surveillait à travers les cadres de porte ou par les reflets des fenêtres. Elle gardait pourtant une expression disciplinée, presque docile, mais ses pensées étaient plus agitées que jamais. Juan, affaibli, passait désormais la plupart de ses journées alitées. Ce qui avait commencé comme une fatigue irrégulière s'était transformé en un état quasi permanent d'épuisement. Il mangeait peu, dormait mal, et s'éveillait souvent en sueur. La moindre marche le laissait essouffler. Le médecin de Santa Cruz était venu 2 fois, observant la situation sans parvenir à un diagnostic clair. Stress, chaleur, vieillissement naturel, avait-il conclu, même si ses yeux exprimaient une certaine confusion. Les enfants, quant à eux, ne quittaient plus leur père d'une semelle. Lucas s'était transformé en petite sentinelle silencieuse, surveillant chaque plat, chaque infusion, chaque geste d'Amina. Sophia, malgré son tempérament plus doux, copiait son frère, observant tout avec une prudence nouvelle. C'était comme si la maison entière avait ouvert les yeux sur elle et lentement se retournait. La tension s'installe.
Ce matin-là, Amina traversa le couloir principal portant un plateau d'aliments pour João. Sur la table reposait un bouillon léger, une infusion de capim santo, recommandée par la coziniera, et un petit morceau de pão de milho que João aimait depuis toujours. Au moment où elle entra dans la chambre, Lucas bondit presque de sa chaise. « Je vais m'occuper du plateau », dit-il d'un ton ferme mais calme. Amina le regarda. Lucas n'avait que 14 ans, mais il parlait désormais comme un adulte méfiant, presque hostile. « Je fais seulement ce que ton père m'a demandé, » répondit-elle, posant doucement le plateau sur la table. « On peut le faire nous-mêmes, » renchérit Sofia, qui se leva aussitôt pour saisir le bol de bouillon. Amina sentit sa gorge se serrer. João, affaibli, leva la main. « Laissez-la. Elle veut aider. » Sa voix était faible, presque un murmure. Les enfants se figèrent, mais aucun ne cessa totalement de la surveiller. Amina resta immobile, les mains jointes devant elle. João la regarda avec une douceur triste. « Merci, Amina. Ta présence m'aide. » Elle esquissa un sourire, mince, presque imperceptible. Elle se sentait observée de toutes parts, comme si chaque respiration était analysée. Et cela rendait ses gestes encore plus calculés. Elle resta quelques minutes, puis quitta la chambre. À peine avait-elle franchi la porte qu'elle entendit Sofia chuchoter. « Tu crois qu'elle met quelque chose dans la nourriture ?»« Je ne sais pas, » répondit Lucas, « mais je préfère vérifier. » Amina s'arrêta net dans le couloir. Un frisson glacé lui traversa la colonne vertébrale. Elle ne manqua pas de noter la peur mêlée à la colère dans la voix des enfants. Quelque chose avait basculé. Rumeurs et soupçons. Les jours suivants, les murmures devinrent plus difficiles à ignorer. Au puits, 2 emprégadas parlaient à voix basse en lavant les draps. Il paraît que le seigneur João ne va pas bien. On dit qu'il s'affaiblit de jour en jour et que la nouvelle épouse n'est jamais loin. Tu penses qu'elle y est pour quelque chose? Moi, je ne dis rien, mais la maison n'a jamais été aussi agitée. Amina s'arrêta à quelques mètres. Les femmes firent semblant de ne pas l'avoir vue, mais leur regard nerveux suffisait à confirmer ses craintes. Tout le monde murmurait. Dans la cuisine, la cuisinière Antonietta lui parlait moins. Les ouvriers agricoles détournèrent les yeux. Même les voisins qui passaient parfois pour affaires lançaient des regards insistants, presque accusateurs. Une fois, un cocher en visite osa dire, pensant qu'elle n'entendait pas, « C'est étrange, non? La santé du seigneur décline pile au moment où il se remarie. » Amina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un dîner explosif. Un soir, la tension atteignit un point de rupture. João, malgré sa faiblesse, avait insisté pour dîner à table, entouré de ses enfants et d'Amina. Dès le début, l'atmosphère était lourde. Lucas fixait son assiette. Sofia triturait son pain de queijo. João essayait d'afficher un sourire, mais sa fatigue était visible. Amina tenta de briser la glace. « J'ai parlé au médecin aujourd'hui. Il pense que vous devez vous reposer davantage. » Lucas releva brusquement la tête. « Le médecin ou vous ?» João fronça les sourcils. « Lucas ?» Mais l'adolescent continua, la voix tremblante de colère contenue. « Depuis qu'elle est arrivée, tout va mal. Maman est morte il y a seulement 2 ans. Et toi, tu t'es remarié trop vite. » Amina sentit son estomac se nouer. « Je ne t'ai jamais demandé de m'aimer, » répondit-elle calmement. « Je veux seulement prendre soin de votre père. »« On n'a pas besoin de toi, » lança Sofia, les yeux humides. João posa ses couverts, tremblant. « Arrêtez, je veux la paix dans cette maison. » Lucas serra les dents. « Alors commence par arrêter de croire qu'elle n'a rien à voir avec ce qui t'arrive. » Silence. Un silence brutal, lourd, coupant. Amina sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'on l'entendait. João essaya de se lever, mais sa vision sembla vaciller. Il dut se rasseoir. Amina fit un pas vers lui, mais Lucas la repoussa d'un geste. « Ne le touche pas. » La table entière tremblait. L'ombre d'un éclatement définitif venait de s'abattre sur eux. La chute de João. Les jours suivants furent encore pires. João ne se levait presque plus.
Ses mains tremblaient, il avait du mal à avaler. Les enfants restaient à son chevet nuit et jour, interdisant presque à Amina d'approcher. Et pourtant, chaque fois que Juan la voyait, il lui adressait un sourire triste, comme s'il comprenait ce qu'elle vivait, mais ne pouvait plus la défendre. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, enflammant le ciel d'un rouge profond, Juan appela faiblement « Amina, viens !» Lucas et Sofia protestèrent, mais Juan insista. Ils reculèrent, mais restèrent à distance, surveillant chaque mouvement. Amina s'assit au bord du lit. « Je suis là, Juan !» Il prit sa main avec difficulté. « Je suis désolé pour ce que tu endures. » Ses yeux brillaient d'une fatigue infinie. « Je sais que tu veux bien faire, mais la maison entière a peur. Les enfants, et même moi parfois, ce dernier aveu la transperça. « Tu as peur de moi ?» murmura-t-elle. Juan détourna le regard. Je ne sais plus quoi penser. Un silence immense tomba entre eux. Ce fut pour elle comme un mur qui s'effondre. L'unique personne qui lui accordait un semblant de confiance venait de chanceler. La décision. Cette nuit-là, Amina ne dormit pas. Assise près de la fenêtre de sa petite chambre, elle observait les étoiles diffuses derrière le voile humide du ciel carioca. Elle sentit, pour la première fois, la possibilité réelle de perdre tout ce qu'elle avait tenté de construire. Elle avait voulu une famille, une nouvelle vie, un endroit où l'on ne la traiterait plus comme une ombre. Mais chaque geste, chaque parole, chaque regard convergeait désormais vers la même issue, l'expulsion, l'humiliation, peut-être pire. Elle pensa à son passé, aux années d'obéissance, de silence forcé, de douleur, à tout ce qu'on lui avait volé. Puis elle pensa aux enfants, et à Juan, et à ce que son affaiblissement signifiait pour elle et pour eux. Un plan commença à se former dans son esprit. Un plan qu'elle n'aurait jamais imaginé concevoir un jour. Un plan né, non pas de cruauté, mais de désespoir. Son regard se durcit, les murs se refermèrent sur elle, et si elle ne réagissait pas désormais, elle serait écrasée. Le mois d'octobre débuta avec un vent tiède venant de la baie. Les jacarandas commençaient à fleurir, laissant derrière eux un tapis violet qui recouvrait partiellement les chemins de terre de la fazenda. Mais malgré la beauté discrète du paysage, la maison Ferreira vibrait d'une inquiétude palpable. On la sentait dans les pas précipités des domestiques, dans les voix étouffées à l'autre bout du couloir, dans les regards furtifs échangés dès qu'Amina apparaissait. Depuis la conversation avec Juan, elle n'était plus tout à fait la même. Ses gestes restaient prudents, sa posture humble, son visage calme, mais quelque chose s'était endurci en elle. Elle le sentait dans ses épaules, dans sa mâchoire serrée le soir, dans ses pensées de plus en plus précises, méthodiques. Elle savait que sa place était en train de s'effriter. Elle savait aussi qu'elle n'avait plus le droit à l'erreur. L'état de Juan Empire. Juan passa encore plusieurs jours à l'ité, chaque matin plus faible que la veille. Le médecin revint, examina son pouls, observa ses yeux jaunis par la fatigue et inspecta sa poitrine avec un stéthoscope rudimentaire. Après une longue minute de silence, il déclara « Son corps s'affaiblit rapidement. Je crains qu'il ne s'agisse d'une maladie dégénérative ou d'un empoisonnement lent. » Le mot explosa dans la pièce comme un coup de canon. Lucas et Sofia se tournèrent immédiatement vers Amina. « Empoisonnement ?» répéta Sofia, la voix tremblante. « Ce n'est qu'une possibilité » tempéra le médecin. « Mais il faut rester attentif. Quelqu'un a-t-il préparé des infusions particulières? Changer son alimentation ?» Lucas pointa du doigt, sans hésiter. Elle. Amina sentit son cœur s'arrêter. Le médecin la regarda longuement, sans accusation franche, mais avec la gravité de quelqu'un habitué au drame silencieux des maisons riches. Amina respira profondément. « Je ne lui ai donné que ce que la cuisinière m'a recommandé. Rien de plus. » Antonietta, qui se tenait à la porte, approuva d'un signe de tête hésitant. Le médecin hocha la tête. « Je ne peux rien conclure pour l'instant. Mais soyez vigilants. » Puis il s'en alla, laissant derrière lui une tension encore plus pesante. Une maison divisée. La nouvelle se répandit comme de la poudre.
même si personne n'avait prononcé le mot explicitement. À la cuisine, les employés chuchotaient « empoisonnement », le médecin l'a dit, la nouvelle épouse, elle rôde tout le temps. À chaque fois qu'Amina traversait une pièce, les conversations s'étouffaient, les regards se baissaient brièvement, puis se relevaient, remplis de suspicion. Même les enfants, autrefois si proches de leur père, semblaient maintenant possédés par une seule mission, le protéger d'elle. Chaque repas était contrôlé, chaque boisson sentie, chaque geste surveillé. Le soir, tandis qu'Amina se rendait à l'écurie pour chercher des remèdes naturels conseils par Antonietta, elle surprit 2 ouvriers en pleine conversation. « Si João meurt, elle sera la maîtresse de la fazenda », dit l'un d'eux. « Tu crois qu'elle veut ça ? Je ne sais pas, mais certains disent que la mort de la première femme n'était pas si naturelle que ça. » Amina inspira brutalement. Elle s'avança de quelques pas, volontairement, pour que les hommes prennent conscience de sa présence. Ils se figèrent, baissèrent la tête puis s'éloignèrent en hâte. Elle resta seule au milieu de la cour, le souffle court. On lui attribuait maintenant des intentions qu'elle n'avait jamais imaginées. Pas encore. Le poids du passé. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Assise sur son petit lit, elle observa le plafond en bois craquant, se remémorant les années de servitude, les humiliations silencieuses, la solitude froide. On l'avait arrachée à sa famille très jeune. Elle n'avait jamais connu un foyer aimant. La première fois qu'elle avait tenu la main de Lucas et Sofia, elle avait senti revenir une chaleur qu'elle croyait morte. Mais il la rejetait, et João lui-même doutait. Elle ferma les yeux. Dans son esprit, une conclusion brutale, logique s'imposa. S'il la chassait, elle n'aurait plus rien. Elle se leva, prit une longue inspiration et se rendit dans la cuisine. La maison dormait, à l'exception des grillons qui chantaient dans le jardin et du son lointain des vagues, transportés par le vent nocturne. Dans un coin, un petit pot en argile contenait une poudre blanche. Antonietta l'utilisait pour les douleurs de ventre, mais seule une infime quantité était recommandée. À dose élevée, le médecin avait déjà prévenu qu'elle devenait dangereuse. Amina approcha sa main. Ses doigts tremblaient. Elle ne voulait pas tuer. Elle ne voulait pas devenir ce que l'on murmurait. Mais si João continuait à s'affaiblir, quelqu'un d'autre serait accusé. Elle et les enfants la détesteraient pour toujours. Il ne restait qu'une seule manière d'inverser la situation. Elle referma la boîte, pas encore. Mais l'idée s'était installée, comme un poison lent, elle aussi. Du vif, l'embrasement. Le lendemain, João eut une crise plus grave. Il tomba presque inconscient au moment de se lever, obligeant Lucas à courir chercher des ouvriers pour le transporter dans son lit. Amina accourut, mais Lucas la repoussa violemment. « Tu pars d'ici !» hurla-t-il. Sofia, en larmes, s'interposa. « Papa va mourir et c'est de ta faute. » Amina resta figée comme frappée de plein fouet. João tenta parler, mais aucun son ne sortit. Le médecin fut appelé d'urgence. Lorsque celui-ci arriva, essoufflé, il observa le malade et secoua lentement la tête. « Si son état continue de se dégrader ainsi, je ne donne pas une semaine. » Un cri étranglé échappa à Sofia. Lucas se mit à trembler. Amina dut s'accrocher au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Le médecin ajouta « Je reviendrai ce soir. Surveillez-le attentivement et ne laissez personne lui apporter quoi que ce soit sans votre accord. » Ses yeux glissèrent sur Amina lorsqu'il prononça ces mots. Elle sentit un frisson glacé lui parcourir les épaules. La confrontation. Le soir, alors que la lumière des lampes à huile dansait sur les murs, Amina tenta de s'approcher de la chambre. Lucas se tenait devant la porte, les bras croisés. « Tu ne passes pas. Lucas, je veux juste l'aider. Tu as assez aidé comme ça. » Elle essaya d'adoucir sa voix. « Je ne ferai jamais rien pour lui faire du mal. Vous devez me croire. Tu mens. Depuis le début. » Elle inspira profondément. « Ce que je veux, c'est que vous m'acceptiez, que cette maison devienne aussi la mienne. » Lucas éclata d'un rire nerveux. « Tu crois qu'on va t'aimer parce que tu as épousé mon père? Tu crois que tu vas remplacer maman ?» Amina baissa les yeux.
Je n'essaie pas de la remplacer. Alors pourquoi tu t'accroches autant à nous? Elle releva la tête. Ses yeux brillaient intensément, mais pas de larmes, d'une détermination nouvelle. Parce que vous êtes la seule famille que j'ai jamais eue. Lucas recula d'un pas de compassion, de peur. Tu es folle. Il claqua la porte. Amina resta seule, sa respiration courte, sa poitrine serrée. Itu, le choix décisif. En retournant vers la cuisine, elle sentit son esprit se stabiliser d'une manière presque inquiétante. Il n'y avait plus d'hésitation, la situation la dépassait, les enfants la haïssaient, le médecin la soupçonnait, les employés la surveillaient, et João mourait lentement sans qu'elle puisse regagner sa confiance. Elle se dirigea vers le petit pot d'argile contenant la poudre. Cette fois, elle ouvrit le couvercle. La poudre scintillait faiblement dans la lumière de la lampe. Elle trembla, mais sa main resta ferme. Une petite dose pouvait aggraver l'état de João. Une dose plus forte. Elle inspira profondément. Si João mourait, les enfants seraient à elle. Pas de façon immédiate, bien sûr, mais elle trouverait un moyen. Une personne seule, jeune, sans ressources, ne pouvait pas élever 2 enfants. On les lui donnerait peut-être, ou elle s'imposerait, ou elle manipulerait les circonstances pour garder leur garde. Elle était intelligente, déterminée. Elle trouverait un chemin. Elle referma doucement le pot, glissant une petite quantité de poudre dans un mouchoir noué. Son cœur battait vite, très vite, mais jamais encore elle ne s'était sentie aussi sûre. La nuit fatidique. Vers minuit, alors que la maison sombrait dans un silence lourd, Amina traversa le couloir avec une lenteur calculée. Les lampes étaient presque toutes éteintes. Les enfants dormaient près du lit de leur père, épuisés. Elle devait être discrète. Elle posa sa main sur la poignée, puis un bruit la fit sursauter. Amina. Sophia se tenait derrière elle, les yeux rougis, la respiration tremblante. Je voulais de l'eau, dit la fillette dans un souffle. Elle observa la poignée, puis Amina, puis le mouchoir dans sa main. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Amina sentit son sang se glacer. Un instant, un seul, mais suffisant pour comprendre. Elle avait été vue, et rien ne serait plus comme avant. Le silence pesait lourdement sur la vieille propriété dos Santos lorsqu'Éléonore retourna seule vers la demeure principale. La nuit tombait, étouffant les couleurs du monde sous un voile bleu sombre. Les arbres, immobiles, semblaient la regarder passer comme des témoins immuables d'un drame qui se poursuivait depuis bien trop longtemps. Le vent soulevait parfois des volutes de terre sèche, comme si le passé refusait de demeurer enterré. Et c'était exactement ce qu'elle ressentait. Quelque chose, depuis des générations, cherchait à refaire surface. La mort récente de Donna Marilia, mystérieuse, brutale, presque symbolique, brûlait encore dans l'esprit d'Éléonore. Mais ce n'était que la dernière flamme d'un incendie ancien. La famille vivait dans un enchevêtrement de secrets, de douleurs héritées et de culpabilités jamais confessées. Elle entra dans le salon principal, éclairé seulement par une lampe à huile. Les murs chargés de portraits semblaient se refermer autour d'elle. Tous les regards peints fixaient sa silhouette comme pour lui rappeler qu'elle n'était que la dernière maillon d'une chaîne lourde, forgée de silence. Et pourtant, ce soir-là, elle sentait qu'elle devait enfin briser cette chaîne. Elle se dirigea vers l'armoire, où Donna Marilia conservait ses archives personnelles. La clé reposait encore sur la petite étagère, comme si la vieille femme avait su que quelqu'un reviendrait fouiller dans les ombres. Éléonore introduisit la clé lentement, comme on ouvre un tombeau. À l'intérieur, elle trouva des lettres pliées, des carnets reliés de cuir, et surtout un grand cahier ficelé de ruban bordeaux. À la couverture, on pouvait lire Registros da Familia, 1791 à 1857. Le cœur d'Éléonore s'accéléra. C'était la pièce manquante, celle que Donna Marilia avait catégoriquement refusé de montrer durant sa vie. Elle s'assit, ouvrit le cahier, et la première page lui donna l'impression d'être happée dans un autre siècle. L'écriture, penchée, soignée, appartenait à une certaine Isabel dos Santos, l'ancêtre dont tout semblait provenir. Elle commença à lire. Naciam
1794. Aujourd'hui, j'ai assisté à un événement qui me hante encore. Une jeune femme esclave nommée Rosa a été injustement punie pour un acte qu'elle n'avait pas commis. J'ai tenté d'intervenir auprès de mon père, mais il m'a fait taire. Ce soir, Rosa a tenté de s'enfuir. Elle a été rattrapée. Son regard brûlant est gravé dans ma mémoire. Il réclamait justice. Éléonore sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle tourna la page. 797, mon père est mort, mais avant de rendre son dernier souffle, il a prononcé des mots étranges. Ce que nous avons bâti sur la souffrance ne durera jamais. Un jour, la dette sera réclamée. Je ne comprends pas. Mais ces paroles me terrifient. Encore une page. 801. Les nuits sont agitées. Les travailleurs de la fazenda affirment entendre des voix non humaines près de la plantation ancienne. Je refuse de croire à des superstitions, mais moi-même, je sens parfois une présence. Puis venaient des récits de maladies soudaines, de pertes inexplicables, de malchance têtue. Une génération entière semblait avoir vécu dans l'obscurité d'un acte fondateur jamais expié. Mais c'est la dernière partie du cahier qui fit vaciller Éléonore. 1133. J'ai découvert la vérité. Mon père avait ordonné la mort de Rosa. Pas une punition, pas une sentence, un acte de pure cruauté pour l'exemple. Il l'a fait enterrer à l'orée du jardin, dans la fosse où l'on jette les déchets de la plantation. Je ne peux décrire la honte qui m'étouffe. Toutes ces années, nous avons vécu sur cette terre souillée. Peut-être est-ce cela qui détruit lentement notre lignée, une malédiction tissée dans la douleur d'une innocente. Éléonore ferma les yeux, bouleversée. Elle sentait presque ses propres mains trembler. La suite révélait la tentative désespérée d'Isabelle de réparer les torts commis. Elle parlait de cérémonies, de prières, de demandes de pardon murmurées dans la nuit. Mais rien ne semblait avoir suffi. « Je n'ai jamais trouvé la paix », écrivait Isabelle dans sa dernière note. « Pourtant, je sens que, bien après moi, une femme de notre sang aura la force d'accomplir ce que je n'ai pas pu faire. » Le cahier se referma dans un claquement sourd. Éléonore comprit soudain ce qu'elle devait accomplir. Elle sortit de la maison, déterminée. La lune éclairait la terre de sa lumière laiteuse. Les ombres semblaient danser autour d'elle, mais pour la première fois, elle n'en avait pas peur. Elle traversa l'ancien jardin, désormais sauvage. Les herbes hautes murmuraient sous ses pas. Au fond, près d'un muret effrité, elle trouva l'endroit mentionné dans le journal. Une parcelle du sol était étrangement plus sombre, comme si la terre refusait de cicatriser. Elle posa les mains à terre. Sa respiration devint profonde. Les mots d'Isabelle résonnaient en elle comme une injonction. « Rosa, si tu peux m'entendre, je suis Éléonore. Je viens demander pardon. Pour eux, pour moi, pour toute cette lignée qui a profité de ta souffrance. Rien ne pourra effacer ce qui t'a été fait, mais je refuse de laisser ton histoire mourir dans les ombres. » Le vent se leva, soulevant la poussière autour d'elle. Un souffle chaud, presque apaisé, passa sur sa joue. Elle sentit soudain une paix étrange descendre sur le jardin. Comme si la terre, enfin, exhalait un soupir retenu pendant plus de 2 siècles. Éléonore resta là longtemps, les yeux fermés. Quand elle se releva, la nuit semblait plus légère. Le lendemain, elle convoqua toute la famille restante. Dans le salon des portraits, elle posa le cahier devant eux, exposant la vérité avec calme, mais avec une force que personne ne lui connaissait. Il y eut des larmes, des protestations, de l'incrédulité, mais personne ne put nier les preuves. Le poids que chacun portait sans comprendre enfin avait un nom, une origine, une blessure. Éléonore proposa alors un acte symbolique mais essentiel, transformer l'ancienne fazenda en bâche musée de mémoire, dédiée aux histoires des personnes réduites en esclavage, y compris celle de Rosa. « Nous ne pouvons pas changer le passé, dit-elle, mais nous pouvons choisir ce que nous faisons du futur. » Et pour la première fois, la famille Dos Santos sembla prête à regarder la vérité en face. Quelques semaines plus tard, Éléonore se tenait à l'orée du jardin transformé. Là où autrefois des ombres régnaient, on avait installé une plaque simple. À Rosa, à toutes celles et ceux qui ont souffert ici, votre mémoire vit. Le soleil se couchait derrière la vallée.
La lumière d'or baignait la terre. Rien n'était réglé, bien sûr. La douleur du passé ne disparaîtrait jamais totalement. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose s'était enfin apaisé. Éléonore sentit une larme rouler sur sa joue, non de tristesse, mais de soulagement. Elle regarda l'horizon avec la sensation profonde que l'histoire venait de trouver, enfin, son dernier chapitre. Si vous avez aimé cette histoire, et si vous appréciez les récits intenses, réalistes et profondément humains, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et surtout de activer les notifications pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Votre soutien est essentiel pour que de nouvelles histoires puissantes puissent voir le jour. Merci d'être ici.